j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo pour parler des enseignants-chercheurs et plus exactement comment devenir enseignant-chercheur. Il faut savoir que ce métier c'est assez différent de devenir enseignant, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir. Et sous la vidéo de comment devenir enseignant, quelqu'un m'a demandé comment devenir enseignant-chercheur, que ça l'intéressait. Et du coup j'avais gardé ça en mémoire et la vidéo sort du coup aujourd'hui. Alors, enseignant-chercheur c'est quoi exactement? Eh bien c'est tout simplement un enseignant comme d'autres enseignants, c'est-à-dire qu'il fait cours devant une classe, sauf que cette fois c'est souvent à l'université, donc c'est plus des amphis bondés d'étudiants, mais l'idée est la même, c'est-à-dire qu'une partie de son temps va être dédiée à l'enseignement, comme n'importe quel autre professeur, mais une partie de son temps sera aussi dédiée à la recherche, puisque en fait, soit c'est lui directement qui va mener des recherches, soit il est dans un groupe de recherche qui vont travailler sur certaines thématiques, dans certaines disciplines. Il faut savoir que pour devenir enseignant-chercheur, il existe beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez devenir enseignant-chercheur. Des fois ça peut être des matières qui sont très précises, et des fois ça va être des matières un peu plus générales, et on va vous demander d'enseigner certaines parties de certaines parties de votre thèse ou certaines parties de choses que vous avez étudiées dans le cadre de vos études, mais toujours en rapport avec bien évidemment avec votre discipline dans laquelle vous faites vos recherches. Donc comment on devient enseignant-chercheur? Tout d'abord il faut faire 5 années d'études, donc un master dans souvent un domaine précis, ça peut être soit à l'université, mais ça peut être aussi par exemple avoir fait un diplôme d'ingénieur, donc 5 ans en diplôme d'ingénieur, et ensuite il faut faire une thèse. Il faut savoir que les thèses c'est entre 3 à 6 ans supplémentaires, donc après le master. La plupart du temps c'est 3 ans, mais ça peut aller jusqu'à 6 ans. De ce que j'ai pu lire, il faut savoir que les 3 ans c'est plus pour tout ce qui est sciences exactes, mathématiques, physique, sciences de la vie. Et on va dire que les plus 4, 5, 6 ans c'est plus pour les disciplines qui sont plus sciences sociales ou disciplines littéraires, etc. C'est de ce que j'ai pu lire, après c'est pas forcément quelque chose de précis. Donc je vous laisse vous renseigner si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Pour faire sa thèse, il existe différents types de thèses. On a le doctorat simple. Oui, je dis faire une thèse, mais en vrai, la manière de le dire, c'est faire un doctorat. La thèse, c'est en fait ce que vous allez rédiger à la fin de vos années de doctorat, qui sera un document qui résume un peu la recherche que vous avez fait, votre état de l'art, vos expériences ou votre recherche, qu'est-ce que vous avez fait comme recherche, vos résultats, etc. Et dans ce cadre-là, ça c'est le nom, la thèse c'est le nom du document, et ce qu'on appelle plus ces années-là à faire de la recherche sur un thème précis, c'est ce qu'on appelle le doctorat. Donc le doctorat qui s'effectue soit de 3 à 6 ans, il en existe de plusieurs types. Le premier type c'est le doctorat simple, donc le principe est simple. Vous êtes inscrit dans un établissement supérieur qui est souvent une université, mais encore une fois ça peut être une école d'ingénieurs par exemple, qui ont des laboratoires de recherche, etc. Et vous recevez un diplôme de doctorant lié à cette université. Vous êtes dirigé par souvent un directeur de recherche qui se situe dans votre établissement ou dans un laboratoire de votre établissement. Le deuxième doctorat, c'est un doctorat qu'on appelle co-directeur. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir 2 directeurs de thèse qui sont des chercheurs. Et la spécificité, c'est que vous êtes inscrit dans un seul établissement supérieur, mais l'un de vos directeurs ne fait pas partie de cet établissement supérieur, mais d'une autre université, d'un autre établissement. Ça peut être notamment l'occasion d'avoir un professeur, c'est le principe, vous encadre, puisque c'est le principe de votre thèse, mais à l'étranger. Donc par exemple, je sais pas, dans une université en Angleterre, aux États-Unis, etc. Ça peut être notamment bénéfique dans le cas où votre thèse est sur un point précis, qui n'a pas été beaucoup étudié en France, et que c'est plus simple d'avoir un professeur qui est beaucoup plus spécialisé dans votre thèse, même s'il est à l'étranger. Encore un autre type de thèse, c'est ce qu'on appelle le doctorat co-tutelle. Donc en gros, vous avez 2 directeurs de thèse, donc comme pour la codirection, mais vous allez être inscrit dans les 2 établissements supérieurs. C'est-à-dire par exemple un professeur qui est à l'université Paris-Saclay et un autre professeur qui a une université qui est à Lyon, et bien vous allez à la fin avoir un doctorat des 2 universités, et vos 2 directeurs de thèse proviendront chacun d'une des 2 universités dans lesquelles vous serez diplômé. J'espère que c'est clair. Et ensuite il y a le doctorat avec une entreprise, donc
ça marche un petit peu comme la co-tutelle, co-direction. Vous avez deux encadrants. Un encadrant qui est directeur de l'université dans lequel vous êtes inscrit et un encadrant qui vient de l'entreprise dans lequel vous allez partiellement aussi faire votre thèse. Il faut savoir que souvent ces doctorats-là, c'est ce qu'on appelle les thèses CIFRE et en fait c'est des thèses qui permettent à l'entreprise d'avancer dans la recherche pour des domaines qu'ils étudient. Dans ce cas-là, les modalités, c'est que vous êtes inscrit dans l'université en question, vous passerez votre thèse dans l'université en question, mais en parallèle de ça, vous êtes aussi salarié de l'entreprise. Ça veut dire qu'une partie de votre temps, vous le passerez dans l'entreprise, voire parfois la majorité de votre temps. Et vous êtes surtout salarié de l'entreprise, donc vous avez les mêmes bénéfices que les autres employés, les mêmes contraintes également. Il faut savoir que pour certains étrangers qui viennent étudier en France, il y a certains pays qui en France ont un programme spécial de recherche en entreprise. C'est le cas pour l'Inde et le Maroc qui s'appelle l'EIT Digital qui encourage en fait le doctorat en entreprise pour les étudiants étrangers qui viennent d'Inde ou de Maroc pour faire un doctorat en France. Le doctorat européen conjoint qui est un doctorat qui vient d'être mis en place, en fait c'était pour l'horizon 2020 qui est pour encourager la recherche en Europe et en fait le but c'est de être inscrit dans 3 établissements supérieurs différents en Europe, de 3 pays différents, et mener une recherche pour l'Union. Enfin, c'est une recherche techniquement pour l'Europe, mais c'est aussi un doctorat qui est validé et qui vous permet ensuite de devenir enseignant-chercheur. Une fois que vous avez votre thèse en poche, c'est-à-dire que vous êtes passé devant un comité de thèse qui vous a dit oui vous êtes doctorant et qui vous a diplômé de cette manière-là, eh bien vous allez vous inscrire sur une liste, et la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence. Et c'est une liste du CNU, le Conseil national des universités. Bon, je vous reprends dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte que pendant la fin de la vidéo, là, je disais enseignant-chercheur à la place de professeur des universités. Et ça peut un petit peu vous confondre dans mon explication, donc pour que ce soit clair, je vais le préciser. Pour devenir enseignant-chercheur, une fois que vous êtes qualifié sur cette liste, vous allez postuler notamment pour être maître de conférence, qui est une manière d'être enseignant-chercheur. Sachant que si vous voulez devenir professeur des universités, qui est la deuxième manière de devenir enseignant-chercheur, il faut avoir une HDR, une habilitation à diriger des recherches, et souvent ça se fait après plusieurs années d'expérience, comme je vais l'expliquer par la suite. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo, j'espère que ce point-là est clair, et bonne fin de vidéo. Donc la première étape c'est de devenir maître de conférence, si j'ai bien tout compris. Mais en fait c'est juste que pour devenir réellement enseignant-chercheur et avoir un poste à l'université, la plupart du temps il faut déjà avoir été soit maître de conférence, soit avoir enseigné dans le secondaire. Je vais essayer d'y revenir juste après. Donc pour cela vous allez essayer de postuler à une offre de maître de conférence. Donc vous êtes sur la liste inscrit sur la liste du CNU et vous essayez de postuler à des offres de maître de conférence. En fait ces offres, la manière de postuler et d'être recruté, c'est par saison de recrutement. En gros, c'est à peu près février pour septembre et septembre pour février. En fait, vous postulez à certaines offres et ensuite, si j'ai bien compris, parce que c'est quelque chose qui était, je trouve, mal indiqué sur les sites auxquels j'ai pu me référer, vous passez une ou plusieurs auditions. Et c'est des auditions de 45 minutes durant lesquelles vous vous présentez tout simplement et il y a ensuite une question-réponse. Un peu comme un entretien de motivation, mais c'est un exposé qui va traiter des sujets de thèse que vous avez pu faire, des publications que vous avez pu faire avant de postuler. Et par la suite, une liste est effectuée en fonction du mérite et du coup le premier a le poste, etc. Et bien sûr, si vous avez plusieurs postes à plusieurs endroits, il faut faire un choix. Pour devenir enseignant-chercheur, c'est peut-être un tout petit peu plus complexe dans la mesure où il faut avoir une habilitation à diriger des recherches, avoir justifié de 5 années d'exercice professionnel. C'est pour ça que c'est plus facile de devenir d'abord maître de conférence. En fait, le HDR, c'est le plus haut diplôme que vous pouvez avoir en France, donc ça se fait après le doctorat, mais c'est pas vraiment des années à faire, c'est un dossier à envoyer qui passe sous... Alors là, je peux vous faire la liste si vous voulez, mais sous différents comités, du conseil scientifique, de la commission des HDR, de la validation auprès de la commission recherche restreinte, du Sénat académique, enfin bref, il y a beaucoup de gens qui regardent votre dossier. Et ensuite, vous pouvez vous inscrire pour passer la soutenance, et une fois que vous avez passé votre soutenance, vous êtes pris ou pas pris, enfin vous avez l'obtention de ce diplôme ou vous ne l'avez pas.
de la même manière que pour ensuite les enseignants, les maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs postulent à des offres et sont plus ou moins pris pour différents établissements supérieurs. Pour ce qui est du salaire, je vais finir là-dessus. Le maître de conférence gagne légèrement moins qu'un enseignant-chercheur. Donc pour le maître de conférence, c'est à peu près 2200 pour commencer et le plus haut, ça finit vers 5000. Et pour ce qui est d'un enseignant-chercheur, le départ, c'est à peu près normalement vers 3100 € et le plus haut s'étend à 6200 € par mois brut. Donc en fait le salaire augmente au fur et à mesure en fonction de l'ancienneté et c'est ça qui permet de monter des grades et de gagner plus par mois. Voilà, je vais terminer là-dessus. Juste avant que vous ne quittiez cette vidéo, je voulais vous parler d'un documentaire que j'ai vu sur Arte qui parle justement du métier d'enseignant-chercheur, ou plus exactement des études pour devenir enseignant-chercheur. Ça parle notamment d'une chercheuse qui fait une thèse, ça parle des difficultés des métiers. J'en ai pas trop parlé ici parce que c'est pas vraiment le but premier dans la chaîne, mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous vous lancez dans des études, il faut comprendre quel est le métier derrière, quels sont les points positifs et les points négatifs pour vous de ce métier. Et c'est vrai qu'enseignant-chercheur, dans certaines disciplines, ça peut poser quelques problèmes vis-à-vis de la recherche de budget pour ces recherches justement, et d'autres petites contraintes, enfin petites ou grandes contraintes du métier. Et donc je vous conseille fortement, si c'est un métier qui vous donne envie, d'aller regarder ce documentaire qui montre les difficultés et qui montre aussi le quotidien d'une jeune femme qui fait une thèse et qui enseigne en même temps en tant que contractuelle, elle pour le coup, parce qu'elle n'a pas encore été diplômée de thèse. Et j'ai trouvé ce documentaire vraiment bien fait, donc n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie de voir particulièrement. C'est ça que je mets en avant et que j'essaye de vous présenter en premier. Et sinon n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner toujours. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!